Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je fais quelques capsules sur des sujets de société japonais sur Instagram et sur YouTube Shorts et je vais être honnête avec vous, j'arrive pas à m'habituer aux vidéos courtes. Je vous assure que je fais des efforts, j'essaie d'en faire régulièrement mais j'aime pas du tout ça. Le fait de devoir se forcer à parler vite pour essayer de caser tout ce que j'ai envie de dire sur un sujet en 3 minutes, ça me va pas du tout comme format et ça me frustre, donc je me suis dit mais pourquoi tu te prends la tête? Fais-les sur YouTube en fait, fais-les sur ta chaîne YouTube classique. C'est le format dans lequel je suis la plus confortable, donc allons-y. Bref, on n'est pas là pour ça. L'un des sujets que je voulais aborder cette semaine, justement, c'est l'annonce de Cocona du groupe XJ qui a clairement bouleversé l'industrie musicale. Je me rends compte que pour beaucoup de personnes, ce poste peut être difficile à comprendre. En tout cas, il y a peut-être des gens qui comprennent pas son importance. C'est pour ça que je voulais revenir dessus, déjà pour vous expliquer ce qu'il en est, ce que ça veut dire, ce que ça signifie, l'impact que ça a eu, et puis aussi rentrer un petit peu dans le contexte de l'annonce, parce que pour moi, il est très important. Tokimeki. Pour ça, il faut d'abord qu'on parle de XJ. Si vous êtes amateur de musique asiatique, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce groupe ou vu un de leurs clips. C'est un groupe japonais à la base qui a pour objectif d'être un groupe international, qui fait beaucoup de promotions en Corée du Sud et qui, je dirais, fonctionne avec des standards qui sont assez proches de la K-pop. C'est un groupe qui s'est rapidement démarqué par ses concepts, ses visuels qui sont souvent très expérimentaux, très androgynes, ses prestations live et ses chorégraphies qui sont impressionnantes. Bref, c'est un groupe qui est clairement en rupture avec les codes classiques des idoles, ou en tout cas qui cherche à les détourner pour s'amuser avec, et qui laisse beaucoup plus place à l'expression individuelle des membres que d'autres groupes. Cocona avait déjà fait énormément parler de lui en 2023 en se rasant le crâne pour un clip, ce qui était quasiment sans précédent pour une idole perçue comme féminine dans l'industrie, où je vous rappelle l'apparence des femmes est extrêmement codifiée et normée. Je sais qu'il y en a certains qui vont ramener une énième fois le cas Minegishi Minami, l'ancienne membre des AKB qui s'était rasé le crâne, mais là on est dans un contexte totalement différent. Ça a fait le buzz, c'est clairement devenu son signe distinctif, ça fait partie de son image d'idole, et c'est à ce moment-là que beaucoup l'ont découvert. Et il y a quelques jours, lors de son anniversaire et de sa majorité, qui est de 20 ans au Japon, il fait un post Instagram pour annoncer qu'il est affab, non-binaire, transmasculin. Alors je sais que c'est des termes qui peuvent sembler flous ou qui sont difficiles à assimiler, moi-même j'apprends encore, on n'est pas tous familiers avec eux, donc je vais tenter de vous expliquer ce que ça veut dire. À sa naissance, la société et le corps médical a décrété que Cocona était une femme en se basant uniquement sur son corps, mais il s'est rendu compte qu'il se sentait pas vraiment comme une femme. Du coup, beaucoup de gens doivent se dire, bah si tu te sens pas femme, c'est que t'es un homme. Et c'est là qu'intervient la notion de binarité. L'idée qu'il existe que deux options possibles, homme ou femme, sans aucune nuance entre les deux. Mais justement, Cocona ne se sent pas comme un homme non plus et ne veut pas être défini par ces étiquettes, homme ou femme, c'est pour ça qu'il dit être non-binaire. Mais si vous imaginez le genre comme un curseur, un spectre, Cocona se situe plus du côté masculin, d'où le terme transmasculin. Ça veut pas dire qu'il est un homme, juste qu'il se sent plus proche du masculin sans rentrer dans la case rigide homme tel que tout le monde l'entend. Donc Cocona l'explique très bien dans son post, il dit que même si la société l'a toujours perçu comme une femme, ce label ne correspondait pas à qui il est réellement. Il parle aussi du cheminement personnel que ça a représenté, du fait de mieux se comprendre, de s'accepter et de faire des choix pour vivre de manière plus alignée avec ce qu'il ressent. Et il mentionne également avoir subi une mammectomie de masculinisation et partage ses cicatrices. Évidemment, cette annonce a fait énormément de bruit, il y a eu du positif mais aussi beaucoup de négatif, on l'a vu dans les médias, dans les commentaires. Pourquoi faire une annonce publique pour un truc pareil? Pourquoi ne pas le garder pour soi? On n'est pas tous au même stade de réflexion sur ces sujets-là, et ça je peux tout à fait le comprendre, comme je peux comprendre les personnes concernées qui en ont ras-le-bol de devoir se justifier constamment. D'ailleurs, si vous êtes là pour entendre ma hot take sur le sujet, sachez qu'il n'y en aura pas. Voilà, j'estime que j'ai absolument pas mon avis à donner sur l'identité de quelqu'un. Cette annonce, elle change rien à ma vie en tant qu'individu, par contre elle change tout de la sienne, donc tout ce que je peux faire c'est apporter mon soutien, et puisqu'on est là pour ça aujourd'hui, vous donner un peu de contexte pour vous expliquer pourquoi ça a fait jaser et les conséquences que ça peut avoir. Alors déjà, il faut comprendre dans quel type d'industrie s'inscrit XJ. Même si c'est un groupe japonais, comme je vous l'ai dit, il fonctionne quand même avec des standards très proches de ceux de la K-pop. Dans la tête de beaucoup de gens, c'est un groupe de K-pop, avec tout ce que ça implique, donc une industrie extrêmement contrôlante, très normative, où l'image, le genre, la sexualité des personnalités publiques sont étroitement surveillées. Dans ce type d'environnement, énormément d'idoles, qu'elles soient coréennes ou japonaises, cachent leur sexualité, leur identité de genre ou toute autre partie de leur personnalité qui peut être perçue comme hors norme. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de commentaires virulents qui lui disaient pourquoi t'as rejoint un girls group si tu te sens pas femme en fait. T'aurais pu laisser ta place à d'autres, etc. C'est comme si l'identité de genre d'une personne devait
automatiquement déterminer le type de groupe dans lequel elle a le droit d'exister. On en revient à la notion de binarité, mais du coup girl group et boy group, c'est forcément une prison identitaire de laquelle tu peux pas t'extirper si un jour tu décides que en fait ça te correspond plus. Autre chose qui pourrait expliquer les réactions virulentes, c'est quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années. Je trouve qu'on observe un retour très marqué au code de genre dans l'industrie des idoles japonaises. Pendant un temps, j'avais l'impression que la plupart des groupes et des idoles essayaient de sortir un petit peu des stéréotypes, et je trouve qu'on voit aujourd'hui un vrai retour en arrière. Il y a de plus en plus d'agences qui mettent en avant ou qui forment des groupes qui ont une image très très genrée, des idoles ultra féminines, ultra kawaii, très codifiées, et c'est pareil pour les idoles masculines qui sont toutes aussi stéréotypées. Donc même s'il y a certains groupes qui essaient de casser les codes, on sent quand même que l'industrie est en train de régresser, ou en tout cas de se renfermer à nouveau dans des représentations très très genrées, et l'annonce de Kokona arrive à contre-courant de tout ça. Donc ça explique à la fois pourquoi elle dérange et pourquoi elle est aussi forte. Il y a un truc aussi très important qui, je trouve, n'a pas été abordé dans la plupart des contenus que j'ai vus qui parlaient de cette annonce, c'est le contexte social et juridique japonais concernant les minorités de genre. Il y a à peine 2 ans, la Cour suprême du Japon a jugé inconstitutionnelle une règle qui obligeait les personnes transgenres à subir une opération chirurgicale, notamment une stérilisation, pour pouvoir changer légalement de genre à l'état civil. Donc jusqu'à récemment, une personne trans devait forcément passer par une opération extrêmement lourde, irréversible et imposée par la loi, simplement pour que son identité soit reconnue officiellement. Donc c'est une décision qui a évidemment marqué un tournant historique, mais elle montre aussi à quel point le sujet est récent au Japon. On parle d'un changement qui a eu lieu il y a 2 ans, dans un pays où les identités de genre ont été encadrées de manière extrêmement rigide pendant des décennies. Et surtout, cette avancée, ça en est pas vraiment une, parce que changer légalement de genre au Japon, ça reste encore une procédure extrêmement complexe. C'est un parcours qui est long et souvent humiliant, et plus largement, les droits des personnes LGBTQ+ au Japon restent très restreints. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a la Haute Cour de Tokyo qui a affirmé que l'interdiction du mariage pour les couples de même sexe est constitutionnelle. Donc concrètement, pour eux, il est tout à fait normal de refuser le mariage de 2 personnes du même sexe. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui se disent c'est bon, vous avez pas nous casser la tête pour le mariage en fait, qu'est-ce que ça change à vos vies? Mais c'est parce que vous oubliez que le mariage c'est aussi une protection juridique, et que le fait de ne pas être reconnu officiellement, administrativement comme un couple, même après 10, 15, 20 ans de vie commune, c'est un vrai frein pour toutes les étapes de la vie. Ces personnes ne peuvent pas louer de logement ensemble, elles peuvent pas contracter de crédit, acheter un bien, elles ne peuvent évidemment pas adopter, elles n'ont aucun droit hospitalier, c'est-à-dire que si un des partenaires tombe dans le coma, a un accident grave, l'autre ne peut pas prendre de décision à sa place. Elles n'ont pas non plus de droits successoraux, ça veut dire que si l'un des 2 partenaires décède, l'autre se retrouve sans rien. Donc c'est dans ce contexte déjà extrêmement pesant pour les minorités de genre que Kokona a choisi de parler ouvertement de son identité à seulement 20 ans, alors que sa carrière est en plein essor dans une industrie qui ne pardonne pas facilement la différence. Mais ce qui, je trouve, rend cette annonce encore plus forte et inédite, c'est le soutien public de son agence. Il y a le PDG de l'agence qui a publié un message officiel sur son compte Instagram pour soutenir Kokona, et il insiste sur le respect de son identité et sur l'importance de son bien-être. C'est quand même extrêmement rare d'avoir une agence qui prend publiquement position sur ce genre de sujet. Ça implique forcément une prise de risque. Et pourtant, le PDG ainsi que les autres membres ont tous envoyé des messages de soutien et ont vraiment montré que son identité n'était pas un problème et que surtout il n'était pas seul. Alors je pense pas que Kokona ait fait ce post dans le but de créer un impact, mais qu'on le veuille ou non, cette annonce a quand même eu un impact, et je pense qu'elle peut avoir des conséquences plutôt positives. Déjà, Kokona peut offrir un repère, être un exemple pour toutes ces personnes, peut-être des fans aussi qui n'osaient pas exister, qui n'osaient pas affirmer leur identité. Ça rejoint un petit peu le premier point, mais il crée un précédent dans une industrie ultra normée, donc ça peut encourager certaines idoles à s'assumer pleinement, et même certaines agences peut-être à être un peu plus ouvertes sur le sujet. Sa popularité fait que les médias sont obligés d'aborder des notions comme non-binaire, affab, transmasculin, et donc de mettre la lumière sur ces sujets-là et ces identités-là, et permettre d'ouvrir la discussion dans une société où ces sujets sont quand même largement invisibilisés. Il y a eu des réactions négatives, parfois très violentes, mais il y a aussi eu énormément de soutien et des prises de parole très réfléchies de pas mal d'artistes, dont un post du chanteur Leiko que je trouve particulièrement juste et qui, selon moi, fera une très bonne conclusion. Il dit: être LGBTQ+, c'est justement le fait que la personne
personne que l'on aime, entre parenthèses l'orientation sexuelle, ou la façon dont on se perçoit soi-même, entre parenthèses l'identité de genre, ne correspondent pas à ce que la société considère comme la majorité. Et franchement, je comprends que les personnes qui font partie de cette majorité se disent « je pige pas trop là ». Mais après avoir pris conscience des différences entre soi et l'autre, il faut aussi être capable de regarder ce qui se cache derrière le malaise ou le rejet, les préjugés et les idées reçues. Ce n'est pas le respect en lui-même qui est difficile, ce sont ses a priori qui rendent le respect difficile. Je peux comprendre que certaines personnes aient envie de critiquer son choix, mais je trouve ça franchement idiot de commenter sans avoir ni les connaissances ni la compréhension nécessaires pour juger. Souvent, c'est parce qu'on n'est même pas conscient qu'on est ignorant. C'est uniquement à la personne concernée de décider si un choix ou une décision la rend heureuse. Les avis des autres, en réalité, n'ont pas vraiment de sens. Même mon propre post, au fond, n'a pas tant d'importance que ça. Peut-être que ma vidéo sur ce sujet n'a, elle non plus, pas vraiment de sens, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Je vous dis à bientôt sur Tokimeki, bye bye!